Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, ouverture des bureaux de vote ce samedi en Tunisie en vue des élections législatives. Un scrutin très important pour la population puisqu'il s'agit des premières élections législatives dans le pays depuis la destitution il y a 3 ans du président Zine El Abidine Ben Ali. Au Libéria, l'épidémie d'Ebola a fait près de 2000 victimes pour mettre un terme à la chaîne de propagation. Les écoles sont fermées depuis le mois de juin, une mesure nécessaire mais dont les conséquences, notamment économiques, commencent à se faire ressentir. Akon, une star au chevet des plus démunis, le chanteur américain a en effet initié un vaste projet d'électrification dans les zones reculées du continent. Focus dans cette édition dans un village de Guinée où des kits solaires pour électrifier les ménages ont déjà été livrés. En Tunisie, jour de vote, donc en ce samedi 26 octobre, ils sont plus de 5 millions d'électeurs à avoir été appelés aux urnes pour élire leurs députés. Sur plus de 15 000 candidats, seuls 217 accéderont à l'Assemblée nationale. Il s'agit ici d'un scrutin très important pour le pays puisque ce sont les premières élections législatives depuis la chute du président Zine El Abidine Ben Ali. Elles seront suivies fin novembre de l'élection présidentielle et pour garantir le bon déroulement de ce scrutin, un important dispositif de sécurité a été mis en place dans les différents bureaux de vote. Ibrahim Ndiaye. Les Tunisiens sont appelés aux urnes ce dimanche 26 octobre pour la première élection législative depuis le renversement du président Zine El Abidine Ben Ali. 217 députés doivent être désignés au cours de ce scrutin organisé au suffrage proportionnel à un tour. Parmi les favoris du scrutin figure le parti islamiste Ennahda et son principal rival, le mouvement Nida Tounes, dirigé par l'ancien premier ministre de la transition, Bézi Caïd Essebsi. L'autre enjeu est le taux de participation. Plus de 5 millions d'électeurs se sont inscrits sur 8 millions potentiels. L'opération de vote a commencé normalement. Selon les chiffres de l'ISI, 98% des bureaux ont ouvert à l'heure. L'affluence est très grande. Elle rappelle un peu 2011, avec de longues files d'attente au niveau des bureaux de vote. Tout se passe en règle et l'affluence est la même un peu partout en Tunisie, avec une forte affluence notifiée au début de l'opération électorale. La sécurité du scrutin est également un point essentiel. Les autorités craignent en effet une attaque terroriste qui pourrait perturber le vote. L'instance supérieure indépendante pour les élections n'a pas lésiné sur la logistique également pour le bon déroulement du scrutin dans les 11 000 bureaux de vote disséminés à travers le pays. On a préparé toute une logistique pour ça, donc dans les 50 000 agents de sécurité, agents de police qui assurent la sécurité, les plus de 30 000 aussi de la défense nationale. Il y a aussi de l'ordre de 60 000 agents de bureau de vote qui assurent l'opération de vote dans les bureaux de vote, dans les 25 000 observateurs, dans les 75 000 représentants des listes électorales, c'est-à-dire et des partis, qui assure aussi le contrôle et l'observation au niveau du bureau de vote. On compte de l'ordre de 10 observateurs et représentants des listes électorales par bureau de vote. Et on compte aussi un observateur et un contrôleur des listes électorales par tous les 50, électeurs. L'instance supérieure indépendante pour les élections a jusqu'à jeudi pour publier les résultats. Rappelons que les Tunisiens se rendront également aux urnes le 23 novembre prochain pour élire le président de la République. Dans le reste de l'actualité, le président sortant du Botswana, Ian Khama, a été réélu à la tête de son pays à la suite de la victoire de sa formation politique, le Parti démocratique du Botswana. Aux élections législatives, ce sont en effet les députés qui élisent le président dans le pays. Une victoire en demi-teinte puisque le parti au pouvoir a été confronté lors de ces élections générales à une vraie montée en puissance de l'opposition, les électeurs étant déçus de la politique économique menée jusqu'à là. Écoutez à ce propos l'analyse de notre éditorialiste Lucien Pambou. La victoire de M. Khama est une bonne chose pour la démocratie du Botswana. Même si il a gagné avec une poussée de l'opposition, cette poussée est salutaire et permet de mettre la démocratie botswanaise en route et en ordre de marche. C'est une bonne chose qu'il faut saluer pour la plupart des autres pays
africain et c'est indispensable et c'est ainsi et c'est bien. Face aux incursions répétées de Boko Haram sur son territoire, le gouvernement camerounais a déployé des renforts militaires, humains et matériels dans l'extrême nord du pays. Le groupe terroriste très actif au Nigeria continue en effet à son expansion au-delà des frontières nigérianes. Ce vendredi, 39 combattants de Boko Haram qui étaient entrés sur le territoire camerounais, lourdement armés, faisant 4 victimes parmi la population civile, ont été abattus par l'armée camerounaise. Écoutez donc à ce propos l'analyse de l'historien Boukari Hamzat. La solution passe nécessairement par le Cameroun et tant qu'il n'y a pas en fait des négociations avec de la communication non pas unilatérale, c'est-à-dire uniquement de la part du gouvernement fédéral nigérian, mais de l'ensemble des États concernés sur cette affaire-là, je crois qu'on ne peut pas conclure à un cessez-le-feu. Donc il faut qu'il y ait vraiment une convergence des diplomaties africaines à ce niveau-là, de la même manière qu'il faut une convergence des opérations militaires, pour qu'il y ait réellement des décisions, des communications qui soient un peu plus crédibles. Il y a en effet une confusion actuellement à l'Assemblée nationale malgache. Le groupe MAPAR remet en cause l'efficacité de l'exécutif. Les partisans d'André Rajoelina, l'ancien président de la transition, ont à cet effet initié une motion de censure visant à forcer le gouvernement à démissionner, une proposition qui fait réagir la majorité. Aminata Diak. Remous au sein de l'Assemblée nationale malgache. Le bras de fer continue entre la majorité et le groupe parlementaire des partisans d'André Rajoelina suite à la motion de censure initiée par ces derniers. Si les partisans de l'ancien président de la transition ne renoncent pas à leur projet, une pétition signée par 101 députés, soit 2/3 des 151 députés du Parlement, s'oppose aujourd'hui à la motion de censure. Le projet de motion de censure initié par le MAPAR, parti d'André Rajoelina, et dirigé au sein de l'Assemblée nationale par Christine Razana Massoud, donc l'ancienne garde des Sceaux sur la transition, n'a pas obtenu l'adhésion de la majorité requise pour passer. Si dans un premier temps, ils ont affirmé avoir déjà récolté plus de la moitié des voix requises, les représentants de la plateforme majoritaire, donc présidentielle, a, lors d'une conférence de presse, brandi une liste de 101 députés rejetant cette motion. Un chiffre qui, semble-t-il, aujourd'hui est passé à 109 députés. Les divergences au sein de la classe politique malgache restent fortes. Si certains partis ou courants politiques ont choisi de rester dans l'opposition, d'autres continuent d'apporter leur soutien au gouvernement. Globalement, nous avons les soutiens purs et durs de l'ancien président de la transition d'un côté et ceux qui soutiennent les actions du gouvernement de l'autre. Aucun de ces groupes ne fait partie de l'opposition. Même le MMM de l'ancien candidat à la présidence, Adjouen Arbel, dont le seul ministre présent au sein du gouvernement s'est vu abroger la nomination donc mercredi dernier, continue de soutenir le gouvernement dirigé par Koul Roger. Si Marc Ravalman en appelait les gens de sa mouvance à rejoindre l'opposition, seule une dizaine d'entre eux ont suivi ses ordres, les autres préférant rester au sein de la plateforme majoritaire. Il existe donc au sein de plusieurs groupes politiques des divergences de courants et d'opinions, notamment au sein de la majorité, mais pour la plupart, le mot d'ordre est de laisser le gouvernement faire son travail. C'est la 4e fois que le gouvernement du Premier ministre Roger Kolo est menacé de motion de censure en 6 mois de fonction. À chaque tentative, les autorités trouvent un moyen de la contourner, mais pour combien de temps encore? Car pour le groupe parlementaire MAPAR, la bataille semble encore loin d'être finie. Sur les 4900 décès dus à l'épidémie d'Ebola, 2000 sont libériennes. Le pays est donc le plus touché par le virus, à l'instar des écoles guinéennes, et les établissements scolaires du pays sont fermés depuis le mois de juin pour éviter toute propagation du virus. Et même si ces fermetures ont initialement été bien acceptées, 4 mois plus tard, le corps enseignant se pose des questions et déplore que les autorités n'aient pas privilégié des mesures préventives. Qu'est-ce que Martel? Cela fait bientôt 4 mois que cette école de Monrovia, la capitale libérienne, n'a reçu aucun élève. La rentrée scolaire prévue au mois de septembre a été repoussée jusqu'à une date pour l'instant inconnue. Au mois de juillet 2014, la présidente Ellen Johnson Sirleaf a annoncé que toutes les écoles, sans exception, avaient ordre de fermer en attendant les nouvelles directives du ministère de l'Éducation. Une décision généralement acceptée par le corps enseignant. C'est une bonne chose que le gouvernement ait fermé les écoles pour éviter une propagation rapide du virus. C'était une bonne décision à mon avis. Je soutiens la décision du gouvernement. Elle aidera chacun d'entre nous, bien que ce soit douloureux, bien que cela fasse baisser le niveau scolaire des enfants. Nous devions prendre cette décision et nous devons soutenir le gouvernement pour que cette maladie ne se propage pas.
Pour éviter que le niveau scolaire des élèves ne s'affaiblisse, certains professeurs auraient préféré que des mesures sanitaires soient prises en amont. Je voulais que le gouvernement nous présente les mesures dont ils nous ont parlé, les mesures comme se laver ses mains avec de l'eau propre et du savon. Comme ça, nous les professeurs aurions pu sensibiliser nos élèves au virus. Particulièrement dans nos salles de classe, nous aurions aménagé l'espace de façon à ce que les enfants ne soient pas en contact pour que leur apprentissage se poursuive. Autre problème, le chômage technique auquel doivent faire face les professeurs, une cessation d'activité qui a des conséquences bien concrètes sur leur budget. Pour moi, en tant que professeur, le premier souci est financier. Mon école est une école privée et nous dépendons des frais scolaires que les enfants paient. Et depuis que l'école est fermée, la plupart d'entre nous ne reçoivent pas de salaire. Donc c'est assez dur pour moi et ma famille. Pourtant, le cantonnement de la population n'est pas aujourd'hui considéré comme une technique imparable. Il y a quelques jours, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé l'éradication du virus au Nigeria, pays qui avait misé sur la prévention, l'information, la traçabilité des personnes infectées et de leurs proches et une coopération efficace avec les organisations humanitaires internationales. Le chanteur américain d'origine sénégalaise Akon lance son projet d'électrification en Guinée avec le concept Akon Lighting Africa, un concept qui prévoit d'apporter de l'électricité à près d'1 million de ménages ruraux africains à l'aide de l'énergie solaire. Les îles de Laos sur la presqu'île de Kaloum à Conakry en Guinée ont déjà reçu une centaine de kits pour l'électrification domestique. Reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant en Guinée. Des kits solaires pour électrifier des ménages des îles de Laos sur les larges de Kaloum à Conakry. Une initiative de la star mondiale Akon. L'artiste américain d'origine sénégalaise s'investit dans l'électrification rurale en Afrique. Le défi est de fournir de l'électricité à près d'1 million de ménages ruraux. Un projet baptisé Akon Lighting Africa. Nous avons décidé de commencer avec le secteur de l'énergie parce que nous savons qu'avec l'électricité, nous pouvons attirer beaucoup d'investisseurs et c'est dans ce secteur qu'il y a un véritable besoin. Alors, c'est avec joie et fierté que nous allons lancer le premier projet de African Light avec les kits solaires, ici sur les îles, avec bien entendu le soutien du président Alpha Condé. Une centaine de kits solaires sont installés dans plusieurs ménages des îles de Laos au large de Kaloum à Conakry. Coupé d'électricité depuis quelques années, l'initiative du chanteur américain Akon améliore le quotidien des insulaires. Par le passé, on avait du courant ici 24 heures sur 24 pendant les moments fastes de l'exploitation minière. Mais après, il y a eu une bonne période encore. Presque nous vivions dans l'obscurité. Et ces kits-là, quand même, sont venus améliorer un peu cette situation. Dans le pays, des efforts sont en cours pour améliorer la desserte en électricité. Une initiative présidentielle a permis d'électrifier les artères publiques de toutes les villes du territoire national grâce à un projet d'électricité solaire. Le projet Lighting Africa du chanteur Akon conforte le président guinéen dans son programme d'électrification du pays avec le solaire. Ce que Akon est en train de monter, ça veut dire qu'on peut avoir le courant sans de barrage. On peut développer le courant ici, soit par les panneaux solaires, soit par d'autres technologies modernes aujourd'hui qui peuvent nous permettre d'avoir le courant. Le projet Akon Lighting Africa va toucher 9 pays africains. Le Mali, le Sénégal, la Gambie, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Burkina Faso, le Congo et la Guinée. Pour le président guinéen, cet investissement du chanteur Akon en Afrique reste un modèle de leadership et d'entrepreneuriat à développer auprès de la diaspora africaine. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.